Show. Ici Annabelle Show, vous êtes bien sur Radio J. Bienvenue dans votre rendez-vous de l'après-midi, le Late Show, avec mon invité exceptionnel que vous allez découvrir dans quelques instants. Vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur radioj.fr et l'intégralité de l'émission sur notre nouvelle chaîne YouTube Radio J Mag. Nous sommes le lundi 2 décembre 2024 et le Père Noël est passé plus tôt que prévu pour le fils de Joe Biden, Hunter Biden. Enfin là, c'est le père Biden qui est passé plus tôt que prévu, puisque Joe, avant de laisser le pouvoir à Donald Trump, a décidé de gracier son fils dans une affaire de fraude fiscale et de dissimulation d'addiction aux drogues pour acheter une arme à feu. Comme quoi ça peut servir quand c'est ton père qui est au pouvoir. C'est aussi pratique qu'une bonne lessive, tu ressors blanc comme neige. Ça tombe bien, on va parler de relations pouvoir, relations père-fils, chansons, passion et comédie musicale. Pour faire de grands succès, il faut du talent aussi bien sur scène qu'en backstage. Derrière tout triomphe se cachent des génies de la production. Nous en avons un aujourd'hui sur ce plateau. Il est tombé dans la marmite de la comédie musicale quand il était petit et cela lui a permis de rêver en grand, voire en pharaonique. Il en a même écrit une, allez savoir. Raconter des histoires, apporter de l'émotion, vous faire retomber en enfance. Cet alchimiste sait réunir les talents et les compétences pour rassembler un public et des artistes à l'unisson autour d'une même vibration. Derrière ses petites lunettes et ses cheveux poivre et sel se cache une stratégie de fer et un cœur de miel pour vous faire toucher du doigt les étoiles. Mamma Mia dans les producteurs, lui s'est fait un nom en ayant développé le don de nous ramener Broadway à Paris. J'ai le plaisir d'accueillir le visionnaire au grand flair, tel un roi lion, le producteur et directeur du théâtre Mogador, Laurent Bentata. Waouh. J'ai plus rien à dire. C'est bon, vous pouvez y aller. Ouais, je peux partir, je peux là-dessus, je crois que... Bienvenue Laurent, Merci. je suis ravi de vous recevoir aujourd'hui. C'est la période des fêtes, donc c'est la période des grands spectacles et de la comédie musicale. Comment ça se passe à Mogador en ce moment ? On sent l'excitation pointer, même si on a réouvert la 4e saison septembre. Donc, en gros, tous les jours, est un jour important. Chaque show est un show important. Mais les fêtes de Noël, il y a toujours quelque chose de particulier. Il y a un esprit de Noël. C'est ça, il y a une effervescence. On joue un peu plus, puisqu'on joue jusqu'à 9 fois par semaine sur les fêtes de Noël. Donc, mais c'est une magie d'ailleurs. Je ne pars jamais en vacances sur cette période. Ah oui, c'est ça, j'allais le dire. Vous êtes donc sur le pont tous les jours à Mogador dans ce paquebot de 1600 personnes, enfin de 1600 spectateurs, voyageurs. Oui, parce que déjà, on accueille énormément de personnes, mais parce que aussi nos artistes travaillent énormément avec nos équipes techniques. Donc, je me vois mal partir en vacances. Effectivement, il faut accompagner tout ce grand monde et non pas ce petit monde. Donc, vous produisez le spectacle le plus impressionnant en termes d'équipe, de talent, de costumes, de décors. Le Roi Lion, qui réunit donc 49 personnes sur scène, c'est ça ? Au total, il y a un peu plus de 140 personnes qui travaillent tous les soirs, mais 49 artistes. C'est effectivement très impressionnant. Alors, j'ai eu le plaisir d'assister au spectacle. Alors, j'y suis allée il y a une semaine à peu près, mais j'y suis allée aussi lorsque avait été lancé dans la période 2007-2010 le spectacle. Donc j'ai eu le plaisir de voir les deux versions. Alors évidemment, j'ai redécouvert des choses, sauf que cette fois, j'y suis retournée avec ma fille. Donc j'y suis allée en tant que maman, évidemment. Et c'est vrai que c'est un spectacle qui réunit tout le monde dans le sens où tout adulte et toute personne redevient un enfant dans la salle, quel que soit l'âge que vous ayez. Oui, je pense que chacun se fait sa propre lecture. C'est la force de ce spectacle, c'est qu'il est transgénérationnel. Il s'adresse à tout le monde et chacun prend quelque chose. Et chacun prend une émotion particulière, différente, puisque bien sûr, un enfant de 7 ans n'a pas la même lecture qu'un adulte de 35 ans. Mais il parle à chaque couche de la population, chaque tranche d'âge, ce qui fait de ce spectacle un spectacle unique. Et effectivement, dans la salle, ça se retrouve, on retrouve vraiment des gens, déjà de toute la France, je dirais. C'est ça aussi la force d'avoir ce genre de spectacle-là, c'est que souvent dans Paris, on se dit que c'est peut-être que le public parisien, mais là, vous rassemblez vraiment des gens qui viennent voir le Roi Lion de la même manière qu'ils iraient à Disneyland, quoi. Oui, c'est devenu un peu ce que je dis à mes équipes, c'est devenu le phare dans la ville. Ouais. C'est-à-dire que c'est un peu une institution maintenant et les gens viennent à Paris pour voir le Roi Lion et viennent en France pour voir le Roi Lion puisqu'on a beaucoup de francophones aussi. Et c'est le fait de pouvoir de perdurer puisque c'est la 4e année, ce qui est assez rare en France pour le souligner. Et aujourd'hui, on est rempli à 92%, je crois, depuis le démarrage de la 4e saison. Donc on boude pas notre plaisir, c'est un vrai bonheur au quotidien, tous les jours de rendre et de procurer de l'émotion, parce que c'est un peu mon métier, et notre métier à tous, nous sommes des fournisseurs d'émotions. C'est beau, comme métier. J'aime beaucoup cette formule, effectivement, parce que j'en ai reçu des artistes, et moi-même, je fais un métier comme le vôtre, et fournisseur d'émotions, je trouve que c'est exactement la bonne formule, parce que quel que soit le message du spectacle, et comme vous l'avez dit, il y a plusieurs niveaux de lecture, il y a à la fois du rire, il y a à la fois de la gravité,
on est des fournisseurs d'émotions et je trouve ça vraiment très joli comme appellation. Oui, c'est pour ça on prend un soin particulier aussi par rapport au théâtre, qu'on est propriétaire du théâtre. Moi, j'ai les deux casquettes, à la fois directeur du théâtre et producteur, pour que l'expérience soit totale. C'est-à-dire qu'en gros, on demande aux gens de laisser leurs soucis dehors. Exactement. Et dès qu'ils poussent la porte, on a des équipes qui sont normalement là, dont le rôle est de leur faire oublier tous leurs soucis. Et de les faire rêver et de les embarquer dans une bulle émotionnelle qui doit normalement leur laisser une empreinte indélébile. C'est pour ça que je parlais un peu de Disneyland, parce que c'est vrai que dès que vous poussez la porte, c'est une expérience sensorielle, le tout en fait. Vous rentrez, c'est beau, vous êtes bien accueillis, on vous sourit. Dès que vous rentrez même dans la salle, avant même que le rideau s'ouvre, il se passe quelque chose. On est curieux de savoir qu'est-ce qui va arriver. Et alors évidemment, moi qui ai partagé ça avec ma fille de 7 ans, je vous laisse imaginer, c'est la première fois qu'elle voyait... Bon, elle a déjà vu des spectacles, voilà. Mais par contre, un spectacle de cette ampleur-là, bien évidemment, c'était la première fois. Et c'est vrai qu'on ressent... que ce soit à travers les yeux de son enfant, les yeux de nous-mêmes ou les yeux des gens à côté de nous, cet émerveillement. Et alors en plus, nous avons eu la chance, j'avais un monsieur à côté de moi qui avait un pass marqué accès, voilà, je sentais qu'il était soit de l'équipe, enfin il y avait quelque chose d'assez mystérieux avec cette personne. Et puis au bout d'un moment, je me suis tournée vers lui pour savoir qui c'était. Et ce n'était autre que le papa de Simba qui jouait ce soir-là, donc monsieur Voldman, qui était le papa de Matteo Voldman, donc avec qui j'ai discuté et qui avait le regard plein d'étoiles de regarder son fils sur scène, qui en plus nous a fait le bonheur d'aller rencontrer son fils. Alors je vous laisse imaginer le bonheur de ma fille d'aller dire bonjour à Simba à la fin du spectacle. C'était quand même quelque chose d'extraordinaire. Donc, pour revenir sur votre travail à vous, c'est vrai que vous êtes monsieur responsabilité. Vous êtes la responsabilité à la fois de ce lieu, comme vous l'avez dit, on rentre dans un lieu, la responsabilité de tous ces gens, de ces 150 personnes. Et c'est pour ça que j'utilise le mot paquebot, parce que c'est vraiment ça. On a l'impression que vous tenez le mât et que vous... Qu'est-ce que ça fait d'avoir ce rôle-là ? C'est un bonheur, mais c'est de l'humain. Donc, comme n'importe quelle organisation où il y a de l'humain, c'est pas parfait. Mais ce qui fait aussi le charme de ce métier, mais c'est vrai qu'on s'arrête jamais. On ne dort jamais. Voilà. J'ai la chance d'être chômeur Shabbat, donc ça me procure quand même, ça m'oblige à m'arrêter, même si mon téléphone est tout le temps branché, puisqu'on a quand même beaucoup de représentations vendredi soir et samedi après-midi. Mais c'est vrai que c'est des jours jamais. Stratégiques. Oui, on travaille 7 jours sur 7, parce que même le lundi, quand on est off, on a de l'événementiel. Ce soir, on a un concert d'un artiste israélien. Donc voilà, donc on s'arrête jamais, mais voilà, mon téléphone il est tout le temps branché et on est un peu le chef d'orchestre, de faire travailler les gens ensemble, de faire en sorte qu'ils jouent tous la même partition, parce que si une personne joue de travers, c'est ce qu'on appelle la cacophonie, et derrière ça nous vaut et ça peut nous valoir quelques mauvaises surprises. Donc faut faire en sorte de mettre de l'huile dans les rouages et que tout le monde arrive au même moment. Nous, en tout cas, tous les soirs, à 20h, le rideau doit s'ouvrir. Peu importe ce qui se passe derrière. Le public, il n'a pas à savoir ce qui se passe derrière. Donc, à nous de faire en sorte, quand il y a 150 personnes derrière, que tout le monde arrive à l'heure et que tout le monde travaille dans la même direction. J'imagine qu'il faut beaucoup de sang-froid quand on fait ce travail-là. Oui, on a eu beaucoup. Je pourrais écrire un livre. Ça fait 18 ans que je suis là-bas, donc que je dirige ce théâtre. Je pourrais écrire un livre sur ce qui s'est passé, sur ce qui s'y passe au quotidien. Mais c'est, comme disait Mandela, il n'y a pas de victoire et de défaite, il y a des victoires et des apprentissages. Je pense qu'on apprend de tout challenge, de toute problématique qu'on peut rencontrer, on apprend et on grandit. Je pense qu'on a grandi, parce qu'on a eu beaucoup de choses. C'est vrai que le spectacle vivant est pas mal chahuté, que ce soit des attentats, Totalement. que ce soit on a eu un incendie, que ce soit les gilets jaunes. Bon, on a vécu le Covid, bien entendu, mais on a vécu pas mal de choses, mais on en est sorti grandi, et aujourd'hui, on boude pas notre plaisir. C'est un vrai bonheur de retrouver les gens, parce qu'un théâtre qui a du bruit, qui a du public, c'est un théâtre qui vit. Et ça, pour avoir vécu un théâtre, entre guillemets, vide pendant 1 an, je peux vous assurer que ça fait du bien d'entendre des enfants, des adultes, et des gens rire, des gens pleurer, des gens applaudir, des gens chanter. Et ça c'est ce métier, c'est ce qui fait de ce métier sa richesse, mais aussi sa profondeur et son excitement, face à son excitation. Moi, je suis excité tous les soirs en voyant ça. J'ai la chance d'avoir mon bureau dans le théâtre. Et donc, je n'avais pas un soir où je ne pars pas si je n'ai pas vu au moins le démarrage du show, au moins les équipes pour prendre la température et savoir comment ça se passe et insuffler peut-être la petite énergie nécessaire. Vous avez besoin de sentir cette vibration Tout systématiquement. C'est important parce que je me nourris du public aussi. Oui, bien sûr.
C'est un échange en fait. Hein. Exactement, c'est une vraie synergie, c'est interactif quoi. Donc chaque spectacle est unique et ce que je dis aux artistes à chaque fois, chaque représentation est une première pour un spectateur. Complètement. Et donc d'ailleurs, il faut le respecter pour ça. C'est ça, quelles que soient les conditions. Justement, vous parlez de ces conditions difficiles que le théâtre et le spectacle en général a rencontré. Alors, on dit toujours chaque année qu'elle est pire que l'année d'avant. C'est vrai qu'effectivement, il y a eu le Covid, il y a eu les gilets jaunes, il y a des manifestations, et on a toujours peur que les spectateurs changent un peu leur manière de consommer le spectacle, entre guillemets. Est-ce que vous arrivez à faire revenir le public, à ressentir cet engouement qui revient malgré tous ces événements qu'on a pu traverser? Oui, je pense qu'il y a une véritable envie de partage. Alors, on est dans un monde, on est dans une société de l'écran. Donc, c'est vrai que moi, ma priorité, c'est de faire revenir les jeunes, notamment, qui sont derrière leur écran, et de vivre du spectacle sans filtre. Et c'est ça, le spectacle vivant. Donc, on y arrive, et le Roi Lion nous aide énormément, nous aide à ça énormément. Mais on retrouve, bien sûr qu'il y a des changements de consommation, de consommation du spectacle. C'est vrai que les gens viennent un peu moins en semaine que le week-end, parce qu'avec le télétravail, avec les problématiques de mobilité, voilà, c'est des choses. Mais on doit réagir, on doit être créatif, on doit s'adapter, on doit faire face à ça et toujours ne pas oublier ce qu'on procure aux gens et de faire ce métier toujours avec la même fougue, la même passion, la même envie de procurer cette émotion aux gens. Vous parliez de sang-froid, on parlait que vous pourriez écrire un livre sur ça. Est-ce que vous avez un souvenir vraiment d'une situation complètement abracadabrantesque, comme aurait dit feu le président Chirac, où vraiment là, il a fallu user de beaucoup de créativité? Est-ce que vous avez quelque chose qui vous revient comme ça? Il y en a deux, je peux en citer. C'est au démarrage du show, quand on a réouvert il y a 4 ans. On sort de la première, je suis crevé. Je suis crevé et je disais à mes équipes, mais bon, nos doublures sont pas encore prêtes, mais t'inquiète pas, ça ira bien et tout. Et le vendredi, donc en plus Shabbat approché, on me dit, notre Mufasa a un problème, il est malade, il pourra pas jouer ce soir et je pense qu'il est absent pendant un petit moment. Donc il faut réagir, il faut tout de suite trouver un artiste qu'on a trouvé et qui a accepté de venir. Voilà, sinon c'est une scène où je suis dans la salle et on est au tout début aussi, le rocher du Roi Lion se bloque. Donc il faut fermer le rideau, expliquer au public que ça va peut-être reprendre et d'ailleurs les équipes s'acharnent pour faire en sorte de réparer et vous êtes devant et vous temporisez avec 1600 personnes. Ça fait partie du jeu, mais on n'en veut pas quand même tous les jours. Hein. On veut quand même aussi un peu d'apaisement et de choses qui glissent. Oui, et ça, heureusement, dans la majorité du temps, c'est ce qui se passe. Mais il faut faire front et toujours être posé, réfléchir, ne pas prendre la mauvaise décision, en tout cas en porte-pièce, et faire confiance aux équipes. Donc les gens savent ce qu'ils ont à faire, ne pas vouloir se substituer aux autres et de faire confiance et avancer et expliquer les choses. Quand ça va pas, on a déjà annulé une fois justement parce que le rocher était bloqué au milieu. Il faut expliquer aux gens, il faut leur donner du sens et après les accompagner au maximum. C'est du spectacle vivant. Mais ça arrive je rassure les spectateurs, oui, ça arrive les auditeurs. Très rarement. Ça arrive très rarement. Et en même temps, quand ce genre de choses arrive, souvent on dit que les clients, quand il se passe un souci mais que c'est bien réglé, ça leur donne encore plus d'engouement pour l'endroit où ils étaient en fait. Oui, ils le savent. Enfin, nous, notre objectif, encore une fois, c'est notre cuisine interne. Ouais. Je repense à une anecdote sur Mamie à haute spectacle, pas le Roi Lion, mais on était au Casino de Paris l'année dernière. Ça faisait 1 an quasiment. J'arrive samedi soir. Décidément, j'arrive toujours quand il se passe quelque chose. Et j'arrive parce que j'ai visité le Roi Lion et Mamia, Casino de Paris. Et là, je vois toute une effervescence. Et en fin de compte, notre comédienne principale, on venait de commencer le spectacle, s'est cassé la jambe au bout de 10 minutes, un quart d'heure. Et on a changé le rôle sans arrêter le spectacle. Ah oui, donc la comédienne a changé. Vous avez fait comme dans Les Feux de l'amour. Au bout d'une saison, la comédienne a changé. C'est-à-dire qu'on l'a annoncé, mais sans arrêter le spectacle. C'est-à-dire que le public l'a su parce qu'il fallait quand même leur annoncer qu'ils allaient plus retrouver la même actrice principale 10 minutes après. Ouais. Mais on a profité d'une scène où elle ne jouait pas pour changer. Et sa doublure s'est jetée sur scène. Je peux vous assurer, je l'ai remerciée à la fin. Et pendant ce temps-là, moi, je m'occupais de celle qui était blessée en attendant les pompiers. Mais le spectacle s'est joué et ne s'est pas arrêté, donc le public n'y a vu que du feu.
Mais en fait, c'est ça. Vous faites un vrai travail de patineur artistique. Voilà, quand tout roule, on a l'impression que c'est normal. Et évidemment, dès qu'il y a un petit truc, et c'est toute la difficulté. C'est pour ça que j'avais envie de vous inviter aujourd'hui. C'est pour montrer au public que voilà, le divertissement, la création, c'est aussi de l'organisation. Et c'est plein de gens derrière. Effectivement, c'est des artistes, c'est des auteurs, c'est des musiciens. Et c'est des organisateurs et des managers comme vous. Donc, quand le chef d'orchestre a la bonne ligne directrice, c'est là que suit tout le reste, en fait. On essaye de faire front et face aux imprévus. Il y en a. C'est ce qui fait aussi le charme de ce métier. Alors, pour revenir sur le Roi Lion, donc comme je vous l'ai dit, j'y étais. Et ceux qui en parlent encore le mieux, eh bien, c'est ceux qui étaient avec moi dans la salle. Donc, ça fait 2e fois que je viens voir le spectacle. Je l'ai vu il y a 2 ans. Et là, quand je l'ai vu la première fois, je dis il faut que j'amène les petits-enfants. Donc, il fallait absolument qu'ils voient ça. Et il se posait plein de questions. Et là, il est en train de me dire c'est magnifique. Comment ils font ça. Et c'est trop bien fait. Donc, moi, je suis ravie. Je connaissais déjà, donc j'adore. Merci. C'est trop beau. Hein. C'est vraiment... c'est incroyable. J'aurais pas cru que ça aurait été comme ça. C'est un super spectacle, vraiment les décors sont magnifiques, les chansons en français, je m'y attendais pas. Donc c'est une belle surprise, vraiment super. Ouais, top, vraiment un beau décor, ouais. Très très beau décor. J'adore cet endroit, c'est magnifique, la chanson est belle, l'endroit est beau, les acteurs jouent très bien, ça fait des émotions dans le cœur et que c'est encore une fois trop bien. C'est magnifique, on vient de Maubeuge, donc du nord de la France. Très beau spectacle, on était venu le voir en 2018, c'est aussi beau. Il n'y a pas de problème. On dirait qu'on est des enfants. C'est magnifique. Ouais. Nous on a adoré, on a eu l'émotion dès la première scène, le fait aussi que les chanteurs, danseurs puissent venir dans la hall principale juste à côté de nous, c'est quand même super. Non, c'est vraiment des très beaux décors, des très bons chanteurs et voilà, moi j'adore. L'émotion était présente dès la première chanson, ça nous a ramené 15 ans en arrière. Donc, et le reste, non mais c'était super, vraiment. On l'attendait depuis un moment ce week-end, donc on regrette pas d'être venu. Pour moi, c'est exceptionnel. J'en ai même les larmes aux yeux quand ça arrive. J'adore. Donc on voulait faire découvrir ça à mes enfants. Et vous les filles, qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'aime bien. Les costumes, la manière dont tout est articulé, moi je trouve ça... En fait, il y a ce côté-là aussi pour les adultes. Je trouve qu'on a regardé, et puis même les expressions de visage des acteurs, tout est génial. En fait, justement, dans ces avis, on voit comment, dans un seul spectacle, on mélange toutes les vibrations et tous les arts. Et c'est vrai que c'est ça la beauté du Roi Lion. Vous avez dit qu'il faut réconcilier le public avec le théâtre, avec le spectacle vivant. Et c'est vrai que dans le Roi Lion, on a vraiment toutes les formes d'art, c'est-à-dire à la fois la musique, la danse, le chant, même la commedia dell'arte, le théâtre d'ombre, la marionnette. Et c'est vrai que ça représente une richesse incroyable. Ouais, alors, la comédie musicale en elle-même, le genre est un genre, est certainement le genre le plus exigeant puisqu'il mélange tous les arts de la scène, la danse, la comédie et le chant. Mais le Roi Lion a ce petit truc spécial, ses influences asiatiques, africaines beaucoup bien entendu, et on retrouve les mimes, on retrouve les marionnettes, on retrouve énormément de choses qu'a inventé cette créatrice qui est Julie Taymor, qui fait ce spectacle, en tout cas un chef-d'œuvre. Et j'ose le dire, et d'ailleurs ce sont les spectateurs qui en parlent le mieux, c'est la meilleure des promos qu'on puisse faire. Justement, vous parlez d'elle, cette créatrice, qui vient d'ailleurs de l'école française, puisqu'elle a fait l'école Jacques Lecoq, donc basée sur le mime, un travail très exigeant, et puis aussi l'école londonienne. Enfin, c'est vrai que justement, c'est ça encore aussi la beauté qui fait que je trouve qu'en ce moment, dans cette période sombre, ça envoie un beau message d'espoir, c'est qu'on retrouve, c'est un carrefour des cultures en fait, ce spectacle aussi. C'est de la diversité et je pense que la diversité fait la force et c'est de la richesse. Être diverse, c'est être riche d'origines différentes et c'est ça qui nourrit et qui nous permet d'être curieux, d'apprendre d'autres ressources et de ne pas être centré sur nous-mêmes et de s'ouvrir. Et je pense que c'est le message principal de ce spectacle, au-delà du message qui est le cercle de la vie. Oui. C'est-à-dire que celui qui mange sera mangé, celui qui se développe va mourir, mais va renaître derrière. Donc c'est ça, c'est que la vie n'est qu'un éternel recommencement. Complètement.
Donc le Roi Lion à retrouver en ce moment au Théâtre de Mogador plusieurs fois par semaine. Enfin, courez-y parce que vraiment c'est quelque chose. Ça fait une belle idée cadeau de Noël et de Hanouka, bien évidemment. Alors j'ai envie de vous connaître encore mieux, cher Laurent. J'ai envie de jouer avec vous avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet. Vous qui avez un passif aussi d'auteur, on va y revenir, et qui avez l'habitude de parler à plein de gens, j'ai envie de vous proposer 3 mots que vous allez devoir placer dans cette émission, et vous devez m'en placer 3 également. Bon, je suis resté dans le registre de ce que vous connaissez. Hein. Je vous propose démentiel, claquette et italienne comme les répétitions qu'on fait avant de faire une première. Et je vous demande de me donner 3 mots aussi. C'est vrai. Ouais. Émotion, très bien. Partage et profondeur. Eh bien, c'est, je pense, toutes les choses qu'on va retrouver pendant cette émission. Alors, comme tout invité que j'ai l'honneur de recevoir, j'ai envie de vous accueillir comme il se doit. Tapis rouge. Vous pouvez intervenir pendant ce tapis rouge. Si vous me trouvez hors sujet, vous avez un petit buzzer devant vous. Pas de fake news dans cette émission. Donc c'est parti. C'est en 1971, dans une famille juive d'origine d'Algérie. Papa d'Oran, maman de Tlemcen ou l'inverse. Non, c'est ça. Bravo. Vous grandissez pas très loin de Broadway, en région parisienne, à Créteil. Vous êtes baigné dans cette culture méditerranéenne, notamment à travers le cinéma. Les parrains sauce Constantine de ce grand classique. Vous reconnaissez ? On n'a jamais été comme lui. Oh, voilà. On est dans le grand pardon là. On est dans le grand pardon, bien sûr. Et effectivement, vous vous nourrissez de cinéma quand vous êtes enfant. Beaucoup de télé aussi, énormément, mais c'est vrai que le cinéma et ces films ont marqué toute une génération. Mais nous sommes aussi les enfants de la télé. Oui. Faut pas l'oublier. Effectivement. Alors, à la télé, vous aimez bien aussi retourner vers le cinéma avec notamment cette fameuse émission qui existait, La Dernière Séance. J'adorais. C'était le mardi soir, je me planquais derrière un meuble pour le regarder. C'était western en général et j'adorais. Eddie Mitchell. Avec Eddie Mitchell. Quelle chanson. C'était la dernière séance. Mais on va revenir à tout ça parce que c'est la dernière minute avant le Flash Info. Donc on se retrouve dans quelques instants juste après le Flash Info de Steve Nadjar. Nous sommes avec Laurent Bentata, directeur du Théâtre Mogador et producteur du Roi Lion. À tout de suite. 15h, 16h. Le Late Show de l'après-midi. Bonjour à tous, il est 15h30, bienvenue sur Radio J, c'est l'heure du Flash Info avec Steve Nadjar. Bonjour Steve. Bonjour Annabelle. La réponse d'Israël aux accusations de la France sur la violation du cessez-le-feu au Liban. Le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Sar s'est entretenu avec son homologue français Jean-Noël Barrot. Jérusalem rejette les griefs de la France qui a reproché ces derniers jours à l'État hébreu des violations répétées de l'accord entré en vigueur la semaine dernière. Pour Gideon Sar, Tsahal n'agit que pour faire appliquer le cessez-le-feu face aux violations du Hezbollah. Une campagne cyber de l'Iran démantelée par Israël. Le Shin Bet a démasqué une campagne de hameçonnage menée par des agents iraniens contre des citoyens israéliens. Une campagne qui visait des hauts responsables israéliens, notamment des personnalités politiques. Il s'agissait d'accéder à leurs emails et à leurs ordinateurs pour obtenir leurs contacts, ainsi que leur adresse et leur lieu de fréquentation habituel. Données devant servir à organiser les attaques par l'intermédiaire d'équipes israéliennes recrutées sur le territoire israélien. Et puis en France, le Premier ministre Michel Barnier va déclencher le 49.3 sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale pour 2025. Une procédure qui permet aux députés de déposer en retour une motion de censure. La gauche a déjà prévu de le faire. Quant à la position du Rassemblement national, elle reste incertaine. Le RN entend toujours censurer le gouvernement, à moins que celui-ci ne renonce à la désindexation des retraites. Merci Steve, on vous retrouve à 16h pour le journal. Restez avec nous, je suis en direct dans le Annabelle Show avec Laurent Bentata, producteur du Roi Lion et directeur du Théâtre Mogador. On a plein de choses à se raconter, à tout de suite sur Radio J.
Radio J. Bonjour. Le 6-9, Ilana Ferradian. Retrouvez-moi tous les matins avec mes chroniqueurs et mes invités. De 6h à 9h, au menu, politique en Israël, politique en France, mais aussi culture, société, santé, judaïsme, histoire. C'est tous les matins, de 6h à 9h sur Radio J. Avec la Tzedaka FSJU, unis plus que jamais. Chaque année, grâce à votre générosité et votre engagement, plus de 20 000 familles bénéficient d'un soutien essentiel pour affronter les difficultés du quotidien. Cette année, plus que jamais, soyons unis, forts et solidaires autour du FSJU et de ses combats. Donnez sur tzedaka.fr. Tzedaka.fr. La Tzedaka FSJU, c'est un mois d'action pour aider, soigner et bâtir. Participez à la plus grande campagne de solidarité et suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Benjamin Pétrovert à l'Écuge le 5 décembre. Plus connu pour sa voix dans les médias, Benjamin Pétrovert dévoilera une autre facette de son talent, celle de chanteur. Des chansons, des anecdotes et le plaisir de chanter ensemble des grands classiques français et israéliens. Prêt à monter à bord ? Rendez-vous le 5 décembre avec Benjamin Pétrovert à l'Écuge. Réservation écuge.fr ou au 01 53 20 52 52. 12h30. Allez, échauffement. 12h32. 12h33. Go. Ne changez pas vos habitudes. Allumez Radio Player. Radio Player, les radios françaises, les web radios et les podcasts gratuitement et sans inscription. Téléchargez l'application sur votre mobile. Retrouvez aussi Radio Player dans vos voitures, enceintes et TV connectées. Radio J. 15h, 16h. Le Late Show de l'après-midi. Annabelle Show. Bonjour, bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Nous sommes dans la suite du Annabelle Show avec Laurent Bentata, grand producteur du Roi Lion, notamment en ce moment au Théâtre Mogador qu'il dirige. Et j'ai envie de vous faire écouter un petit son qui va nous mettre bien. Mais oui. Vous reconnaissez ? Smile. Smile. Je vous mets ce son que j'adore également. Vous, le dealer d'émotions, je l'ai placé dans ce moment de partage que nous vivons pour connaître en profondeur qui vous êtes. Voilà. Ça fait. Je les ai tous casés. Donc, on revenait sur votre enfance et sur l'enfant de la télé que vous êtes. Vous avez grandi dans quelle culture, quel partage avec vos parents, votre famille justement qui venait de cette Algérie? Culture, j'allais dire pied noir dans les coutumes, mais surtout une famille simple, de gens simples qui allaient travailler le matin, qui rentraient le soir, dans une petite ville de banlieue, voilà, avec des gens très humbles. Et c'est un trait de caractère qui me suit, auquel je suis très proche et très attaché, même dans mon travail au quotidien. C'est-à-dire que quand on fait ce spectacle et ce métier où il y a beaucoup de paillettes, où ça brille beaucoup, ne pas oublier que la star, c'est le show. Et que nous sommes que des acteurs de cette star et de ce show. Des artisans, entre Exactement, guillemets. nous sommes là pour faire en sorte que la lumière s'allume, que le rideau s'ouvre. Mais derrière, c'est le show, c'est cette partition collective qui fait succès. Et nous sommes que des... Entre guillemets, que nous avons une petite contribution, mais voilà, du coup, l'humilité, c'est important. Oui, l'humilité aussi pour savoir des fois se remettre en question, parce que c'est des carrières avec beaucoup de hauts, de bas, de claques, j'imagine. On est en haut à un moment donné, puis on peut se retrouver en bas, et puis toujours prendre du recul. Et c'est pour ça que moi, j'étudie beaucoup aussi, ça me permet de garder les pieds sur terre, parce qu'on trouve dans l'étude de la Torah et autres beaucoup de choses intéressantes pour relativiser et savoir d'où on vient et vers qui on prie. C'est quelque chose que... L'étude, c'est quelque chose vers lequel vous êtes allé un peu plus tard ou dès l'enfance vous étiez intéressé par ça? Non, c'est arrivé un peu plus tard et ça me nourrit au quotidien et ça me permet d'avancer. Et encore une fois, ça me permet de garder les pieds sur terre. De relativiser. Relativiser énormément de choses. Ouais. De vous dire, voilà ce qui est important, voilà ce qui est un peu plus utile peut-être. Tout à fait. Et c'est cette force de prendre du recul et de faire ce métier avec la plus grande humilité, honnêteté et générosité. C'est un peu les termes qui me constituent, j'espère en tout cas. Vous parliez justement, on parlait des fois des petits couacs qui peuvent arriver quand on fait du spectacle. Et
même ça, en fait, quand une difficulté arrive, bon, au final, c'est pas si grave déjà si c'est bien rattrapé. On n'est pas non plus des chirurgiens cardiaques, quoi. On propose du rêve, mais voilà, c'est vrai que il faut garder en perspective aussi. Ça permet d'enlever du stress, de savoir ce qu'on fait. Oui, et puis show must go on, c'est du. Exactement. C'est du show, c'est du spectacle. Voilà, c'est de la légèreté. Oui, donc il faut pas non plus se prendre pour ce qu'on n'est pas et imaginer qu'on. Bien sûr, c'est un message. Est-ce que vous servez de cette philosophie-là, justement, pour transmettre à vos équipes, que ce soit les techniciens, les artistes? Oui, on essaye. En tout cas, j'essaye dans tout ce que je transmets au quotidien, dans les partages que j'ai. Déjà, j'essaie d'être très présent avec eux, de montrer. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de ces périodes où ça travaille beaucoup d'être là souvent le soir, de les accompagner, de les voir, un sourire, une parole, une gentillesse. Hier, on avait notre chorégraphe qui partait vers une autre destination, que c'est important d'être là, de leur dire merci. Voilà, c'est important, c'est un travail humain. L'humain constitue 99% de notre travail et de ce métier. Donc, ce n'est que de l'humain. Et c'est pour ça que c'est bien de relativiser aussi. Complètement. Et en plus, dans ce métier, vous avez affaire donc à des artistes, à des gens qui ont un besoin un peu plus exacerbé de reconnaissance. Donc c'est vrai que c'est à vous d'être un peu comme un papa, je dirais, entre guillemets, de savoir aussi dire quand ça va pas, mais aussi de reconnaître quand ça va, j'imagine. Oui, il faut, puisque c'est un métier, ils se mettent à nu tous les soirs. Donc c'est vrai qu'on a du mal à se projeter, même en interne, des fois, les administratifs disent « Ah, les artistes ». Oui, c'est vrai, ils sont différents, mais ils demandent une attention différente et spéciale. Mais ce qu'ils font est spécial. Ouais. Et en plus, vous avez l'habitude de travailler les artistes. On dit toujours que c'est des grands enfants, mais là, il y a vraiment même des enfants. Quelle est la difficulté justement de travailler avec des enfants? Faire en sorte de garder leur insouciance, mais mettre un cadre professionnel et leur dire, sans trop les stresser, que il faut rentrer à la bonne heure, au bon moment, il faut se reposer, il faut apprendre son texte, mais ils sont très bien entourés. On a des nounous, on a des coachs qui s'occupent d'eux. Donc, on met les moyens aussi pour faire en sorte que rien ne soit laissé au hasard et que les choses soient encadrées et cadrées. Justement, je reviens juste sur le petit Mathéo, donc, qui interprétait formidablement bien Simba. Et son papa me disait que justement, c'était sur scène qu'il se révélait et qu'il était à sa meilleure place. Donc, c'est ça aussi la magie du spectacle, c'est de pouvoir révéler le meilleur des gens. Mais on apprend beaucoup. Le théâtre, d'ailleurs, est une formation, est une activité qui devrait être, je crois que ça avait été annoncé par le président Macron, mais ça devrait être obligatoire à l'école. Parce que par le théâtre, vous arrivez à révéler énormément de choses. Déjà, vous révélez la prise de parole. Toute notre vie, on est dans la communication toute notre vie, on doit échanger avec les autres, on ne peut pas vivre seul et coupé du monde. Donc, le théâtre nous aide à révéler tout ça, à nous révéler, à nous retrouver, à retrouver nos sensations, à retrouver des choses qui sont enfouies en nous, que le théâtre permet d'évacuer et certainement de sublimer souvent, mais on l'utilise pas assez. Et puis le théâtre, c'est non seulement la prise de parole, mais aussi l'écoute et l'observation et l'ouverture sur l'autre et l'ouverture d'esprit. Surtout quand vous travaillez en troupe. Oui. En troupe, c'est un collectif, donc vous pouvez pas jouer seul. La personne qui joue seule, elle joue pas. Elle déséquilibre tout le spectacle en plus. Donc c'est un travail qui est ça. C'est là en ça qui est extraordinaire et que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et donc, pour revenir sur vous et votre enfance, en fait, depuis toujours, vous avez toujours eu ce penchant pour les grandes performances, je dirais, que ce soit à travers les films que vous aimez ou les réalisateurs. Je pense notamment à Rocky, voilà, qui montre justement, vous parliez d'humilité, le parcours de quelqu'un de très simple et qui devient un grand champion. Il me semble que vous aimez beaucoup aussi le cinéma de Steven Spielberg. C'est marrant parce que quand je vous vois, vous me faites penser à lui en fait. Vous êtes un peu le Spielberg de la comédie musicale. J'aimerais bien, merci. Avec un peu, non mais je dirais à la fois ce côté pragmatique et rêveur de l'enfant. On retrouve ça dans vos paroles, cette façon d'être raisonné et à la fois d'avoir envie de faire rêver les gens. C'est un mélange, je pense qu'il faut avoir ce côté, cette petite flamme, cette petite folie en nous qui nous donne envie d'aller de l'avant, de découvrir des choses, de prendre des risques, parce que notre métier, le métier de producteur, c'est un métier de prise de risque, mais raison gardée, d'essayer de cadrer. On est des artisans quand on fait un métier, il faut garder l'âme de l'artisan quand on fait du théâtre,
mais on peut l'encadrer avec un cadre professionnel. Une stratégie. Oui, tout à fait. Faire des études. Avoir des objectifs. Avoir des outils très précis, cadrés, mais garder cette folie, cette envie, cet talent qui fait la force d'un producteur, je pense. Qui fait l'authenticité de ce qu'on fait. Tout à fait. Même quand on a envie que ça marche et que ça remplisse des salles. Exactement. Alors, j'ai envie de revenir sur un film qui vous a marqué. Et c'est assez marrant parce qu'on va voir que c'est assez symbolique. Je pense au film Le Champion, avec notamment une scène, on va entendre quelques répliques. Alors, pour expliquer aux auditeurs, c'est la scène finale du film. Et donc, c'est un petit garçon qui pleure, le champion qui est à terre, quoi. C'est un boxeur aussi. Et alors, c'est assez fou parce que cette scène ressemble trait pour trait à Simba qui pleure son papa, quoi. Exactement, là aussi, c'est la perte de son père, ouais. boxeur. Donc, oui, c'est. Donc, c'est assez fou que vous soyez revenu sur ce genre de. Ces histoires, on les retrouve. Oui, mais c'est vrai que quand on voit ces images, c'est vraiment très frappant. C'est shakespearien, tout ça, mais c'est vrai que dans ce film a marqué, je pense, aussi toute une génération, parce que ça a été. Enfin, c'était un des films où ça finit mal, quoi. Ouais. Ça finit mal, mais ça fait partie du cinéma aussi. En fait, c'est aussi ce qui a fait le succès, je dirais, du Roi Lion à l'époque. C'est vrai qu'on avait. Enfin bon, ici, il y a toujours un parent qui meurt dans un Disney, mais là, c'est vraiment quelque chose de très marquant dans le film. Et moi, je me rappelle avoir vu ce film quand j'étais enfant et me demander tout le film s'il allait en faire venir Mufasa. On avait ça dans Bambi aussi, on avait ça à tous les niveaux. Donc Disney joue énormément là-dessus. Mais c'est vrai que Mufasa, c'est toute cette quête. Ouais. La quête de Simba, c'est toute la quête de ce jeune garçon qui a vécu avec la culpabilité jusqu'à annihiler cette culpabilité en allant sauver son peuple. Donc, il y a quelque chose de très spirituel. Hein. C'est le cercle. Voilà. Il y a quelque chose de très talmudique là-dedans aussi. Hein. Je pense aussi. Je pense que Disney devait être un grand talmudiste. Si j'avais cru qu'on dirait que Disney est un talmudiste dans cette émission cet après-midi. Alors vous avez quand même évidemment, on parlait de l'étude de la Torah, pareil, ces références encore une fois de votre héritage évidemment juif. Je pense au sac de billes ou alors aux œuvres d'Albert Cohen. C'est quelque chose aussi qui vous a construit dans votre identité d'homme. Oui, c'est des histoires incroyables, c'est des fresques, tout ça. Bon, même si on est sur de l'histoire avec un grand H sur le sac de billes, mais les valeureux, le manche-clou et tout, c'est une fresque incroyable et ça nous fait rêver. C'est la force de la lecture, de se créer son propre film quand on lit. Et donc, c'est ça qui est fort. Vous vous êtes créé votre propre comédie musicale, puisque c'est donc à Créteil, donc à Broadway sur Paris, en région Paris-sur-la-Marne, ouais, que vous rencontrez votre pote de toujours, Bernard Bitan, avec qui vous faites les 400 coups, et c'est avec lui donc en colonie de vacances où vous êtes animateur que vous allez créer comme ça avec du papier crépon, 2 morceaux de carton, une comédie musicale, l'histoire d'un soir, le sel et le miel. Ouais, c'est l'histoire d'un soir qui a duré des années. Et qui continue, qui nous habitera éternellement, parce que vivre ça quand on a 18 ans, c'est incroyable. C'est incroyable. Vous partagiez déjà cette même passion de la comédie musicale. À quel moment ça vous est venu, cette passion de la comédie musicale, en fait ? À ce moment-là, ça a été un déclic aussi, mais le plus grand déclic, c'est quand je suis parti vivre aux États-Unis. J'ai vécu 1 an, j'étais au pair aux États-Unis, et je me baladais le week-end, le dimanche. Où ça, aux États-Unis ? J'étais à côté de Princeton. Et donc tous les week-ends, j'étais libre. Donc le dimanche, j'allais à Broadway. Et j'allais voir des comédies musicales seul. Et donc je me prenais une claque. Des claques chaque fois. Ah oui, mais la première, ça a été Les Misérables. Qui reviennent d'ailleurs, et qui sont complets, mais au Châtelet. Parce que l'œuvre est incroyable. J'ai eu la chance de prendre un verre avec Alain Boublil récemment, qui est pour moi le summum de l'écriture. Voilà. Et ce spectacle m'a aussi énormément inspiré, Miss Saigon, puis après tous les grands classiques de Broadway que j'ai découverts les uns derrière les autres. Et c'est quoi le rêve absolu ? Ce serait de recréer ça à Paris ? Un espèce de oui, Broadway sur scène. Broadway sur scène, c'est un peu l'idée, mais avec Mogador, on touche ça du doigt déjà tous les soirs. Après, l'objectif, j'espère, bientôt, c'est d'avoir un deuxième théâtre pour faire un deuxième spectacle à côté du Roi Lion sur une œuvre et des œuvres tout aussi grandes et majestueuses que le Roi Lion. Donc, d'animer un peu, de montrer que la comédie musicale est une réalité en France et a sa place en France. Je pense que c'est le cas. Et que les Français adorent qu'on leur raconte des histoires en musique et en chanson.
Mais d'ailleurs, on parlait de théâtre, enfin, il y a une, moi qui reçois beaucoup d'artistes, il y a une offre foisonnante de spectacles vivants, mais il y a vraiment beaucoup de talents, beaucoup d'auteurs, de comédiens, enfin voilà, qui sont hyper talentueux et qu'on peut découvrir en ce moment. Et c'est vrai que cet art de la comédie musicale, c'est toujours quelque chose. On a l'impression qu'il faut toujours faire revenir les gens à ça, alors qu'en fait. Et c'est né chez nous, hein. Enfin, oui, mais c'est ça qui est fou. Vous parlez l'ancêtre de la comédie musicale, c'est l'opérette qui est née en France, hein. Offenbach notamment. Totalement. Mais voilà, donc ça a sa place. Je pense qu'il faut trouver les bons spectacles. Et il y a énormément de talents, hein, de gens qui écrivent, qui composent, qui produisent, qui réalisent. Et de plus en plus, la comédie musicale prend sa place en France, et tant mieux, tant mieux. Alors vous, pour le moment, chez Stage, donc votre boîte de production, vous avez plutôt le parti pris de faire venir les shows américains en France, de faire venir Broadway à Paris. Et dans quelle mesure vous aimeriez bien peut-être un jour faire l'inverse et faire venir les shows parisiens à l'international? Est-ce que c'est une ambition Ambition, oui et non. Enfin oui, il faut tomber sur le bon sujet, la bonne manière. Mais c'est vrai qu'on a gagné, on a pris de l'expérience en la matière. On a, à force de côtoyer et de se confronter aux anglo-saxons qui ont créé tous ces beaux spectacles, Mamma Mia, Cats, Le Roi Lion notamment. Donc on serait capable aujourd'hui de monter une équipe pour créer ce spectacle. Maintenant, il faut qu'on trouve l'histoire et de pouvoir le développer. En plus, on est un groupe international, donc demain, on pourrait le développer dans tous les pays d'Europe, voire à Broadway, puisqu'on développe des spectacles aussi à Broadway et dans le West End. Ouais, puis quand on voit aussi, par exemple, là, il y a Wicked qui vient de sortir au cinéma américain. J'ai l'impression que ça marche assez bien. Enfin, voilà, c'est vrai que la culture américaine et anglo-saxonne est vraiment très tournée sur ce genre de spectacle. Et c'est une ambition, en tout cas, de recréer ce rendez-vous parisien, comme l'est Le Roi Lion maintenant. Voilà, quand on va à Paris, on va voir sa comédie musicale. C'est notre ambition, et elle est belle, et elle est grande, et elle est réalisable et réaliste. Donc, allons-y. Donc revenons à cette fameuse comédie musicale que vous avez créée. Donc effectivement, c'est un spectacle de l'étoile jaune à l'étoile bleue, qui retrace l'identité juive, la transmission. Et c'est un spectacle qui est très d'actualité, je pense, en ce moment. Ouais, ça a été une aventure démentielle. Donc, bravo. Non, c'est vrai elle était démentielle parce qu'on s'y attendait pas. On s'y attendait pas. On est parti, comme vous le précisiez tout à l'heure, d'une colonie de vacances, d'un Paris pour animer et amuser amuser entre guillemets des ados qui étaient en quête de faire autre chose. Donc, puis ça a pris. Puis après, on est rentré à Paris. On s'est dit bon, on va s'en faire une comme ça au théâtre de Trévise. Et puis ça c'est resté des années. Puis on a fait le gymnase, puis on a fait l'Olympia, puis on a fait le Casino de Paris. Enfin voilà, tout ça, et c'est assez incroyable. Ce qu'on a vécu, et encore une fois, ça reste dans notre cœur pour la vie, quoi. Ouais. C'est éternel. C'est votre bébé. C'est notre bébé, et je sais que Bernard, lui, s'occupe et veut éventuellement continuer. Il l'a lancé en hébreu, en Israël, donc il y a certainement une deuxième vie à ce spectacle, mais ça, maintenant, c'est lui qui a pris le lead là-dessus, comme on dit, et il s'en occupe très très bien, et je suis ça de très près avec beaucoup de bienveillance. Ça vous donne envie, une autre fois, de recréer quelque chose vous-même, ou pour le moment, vous êtes mieux aux manettes Non, je suis bien aux manettes. J'aime bien faire des rencontres, m'inspirer, parce que les rencontres qu'on fait, avoir travaillé avec des gens comme Julie Taymor sur Le Roi Lion, Polanski sur Le Bal des Vampires, Anne Reinking sur Chicago, c'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur au quotidien. Donc, pour l'instant, ça me convient, mais faut jamais dire jamais. On verra bien. Et donc, vous connaissez bien ces studios parce que vous y avez eu une petite expérience. Vous avez fait le même travail que nos journalistes qui présentent le Flash Info. Racontez-nous ça. C'était avec ma collègue de toujours, Bernard Bitan, justement, qui m'a dit viens, il cherche des journalistes, des pigistes. Et puis, voilà, j'ai fait ça très peu de temps. Très peu de temps parce qu'on était tous les deux et on était un peu cabotins. Et ça sert. Oui, ça sert, mais pas quand vous faites de l'information et que vous décidez de chanter sur le premier Flash Info. Donc, j'en ai pas fait beaucoup. Il y avait toujours ce côté-là. Ce côté artiste, mais ça n'a pas duré longtemps.
Donc Broadway, vous avez créé ce fameux spectacle qui vous a emmené sur une aventure incroyable. Donc le ciel et le Melchior. On a un petit morceau en hébreu, je crois. Alors vous disiez, vous, que vous préférez rester aux manettes. Vous, de votre côté, effectivement, la raison vous rattrape. Et donc, quel genre d'études vous avez fait Des études de marketing et de communication et commercial aussi. Donc c'est un peu mon background, comme disent les anglo-saxons. Donc voilà, mais c'est comme ça que je me suis formé au début. Et ce que vous avez fait, c'est que vous avez décidé d'aller vers une orientation plus conventionnelle. Ça vous amène donc chez Lagardère, d'abord, comme directeur de clientèle, puis directeur du département sponsoring et partenariat de la branche radio du groupe Lagardère. Voilà, encore la radio. Donc encore la radio. Ouais, vous avez une histoire d'amour avec la radio. J'adore ce média. J'adore ce média parce que c'est un média chaud, c'est un média réactif, c'est un média... Voilà, le contrat d'écoute. Il y a le contrat de lecture en presse. J'ai fait un peu de presse aussi, mais le contrat d'écoute est incroyable. Donc, je suis un auditeur, j'écoute beaucoup la radio et j'adore. Donc, oui, j'ai travaillé sur Europe 1, Europe 2, RFM pendant des années. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui vous a amené un beau jour chez Stage ? La passion de la comédie musicale. Quand Stage s'est formé, j'ai tout laissé tomber. Je suis reparti de zéro. Pour rejoindre Stage au plus bas de l'échelle de Stage. Pour vraiment créer Stage en France. Ouais, tout à fait. Et puis abandonner mon poste confortable chez Europe 1 et me dire, je vais vivre de ma passion. Donc j'ai en parlé en famille un soir avec mon épouse et je lui dis, il va falloir qu'on fasse des sacrifices parce qu'on va repartir de zéro. Elle m'a dit, mais vas-y. C'est formidable. Donc voilà. Ça aussi, les décisions qu'on prend sont souvent conduites par soi-même, bien sûr, mais aussi par son entourage, son cadre, sa famille. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il faut être bien entouré quand on a ce genre justement de carrière, de prise de risque. Il faut les prendre, je pense. Parce que je pense que sinon, après, vous le regrettez. Ouais. Bien sûr qu'il faut mesurer, il faut pondérer et autres, mais la vie est faite de paris. Et ces paris, il faut les prendre. En tout cas, c'est ça qui pimente notre numéro et notre vie. Des numéros, c'est un peu comme un spectacle, mais c'est vrai que notre vie est jalonnée de numéros et on fait un peu des claquettes pour y arriver. Ouais. Donc, ça suit, hein. Ça suit, on essaie. Il m'en manque un. Ah, il va venir, j'en suis sûr. Et c'est comme ça que vous mêlez vos savoir-faire, c'est-à-dire la comédie musicale et donc le marketing. Exactement, et le commercial. j'ai commencé directeur marketing là-bas et puis j'ai repris la direction générale il y a plus de 10 ans. Mais parce que c'est vrai qu'on on pose souvent la question, mais comment on devient producteur ? Je sais pas répondre à cette question. Je sais pas, je me suis fait sur le tas, je me suis fait en utilisant mon savoir-faire marketing, commercial, puisque c'est vrai qu'on faut oublier qu'on est là pour vendre des billets. On peut vendre du rêve, mais on est là pour vendre des billets. Donc, complètement, on est là pour remplir des salles. Exactement. Il y a une réalité économique, il y a des gens à payer. Et tous les soirs, on remet les compteurs à zéro. Ouais, c'est ça. Tous les soirs, donc ça ne s'arrête jamais. Ouais. Je reçois mes pointages de vente 2 fois par jour. J'ai mes yeux rivés sur tous les comptes, Ticketmaster, billets réduits, je regarde tout ça au quotidien. Ouais. Et mais c'est ça qui est passionnant. Mais c'est vrai que faut en arriver aussi à du basique. On est là pour vendre des billets. Et le mot complet, c'est pas ce qu'il y a de plus jouissif quand on est producteur. Oui, c'est super, mais faut faire attention à jouer parce que ce mot, nous, on est là pour un marathon. Quand vous faites 3, 4, 5, 6 ans, 10 ans, j'espère, sur le Roi Lion, vous êtes complet un jour, donc vous avez gagné une bataille. Oui, bien sûr. Mais le chemin est encore long, donc oui, encore une fois, humilité. Et donc, c'est vrai que vous avez réalisé ce rêve de faire venir... toutes les claques que vous avez prises à Broadway, vous les avez ramenées ici, quoi, entre guillemets, certaines d'entre elles. Ouais. Est-ce que vous avez une rencontre ou un projet vraiment qui vous a... ça a été vraiment quelque chose d'émotionnel encore plus fort que les autres tous les shows sont un peu... c'est comme chacun, c'est un peu mon enfant. J'ai toujours un truc particulier. Ouais. Quand je vous ai parlé de Bal des Vampires, la collaboration avec Roman Polanski qui a été incroyable. Cabaret a
une partie particulière dans mon cœur. C'était le premier spectacle en réalité qu'on a lancé en France. La rencontre avec Liza Minnelli. Et puis, ce côté institutionnel, c'est vraiment cabaret. Oui, puis l'histoire, elle me parle beaucoup. On est dans le Berlin des années 30, le montée du nazisme, l'antisémitisme et tout. Et ce show est tellement fort, mis en scène et écrit par... dont la mise en scène a été signée par Sam Mendes, que j'ai rencontré. Donc, c'est toutes ces rencontres qui font... mais pour chaque spectacle... que ça soit de Ghost avec la rencontre avec Claudia Tagbo, à Cats avec la rencontre avec Andrew Lloyd Webber. Voilà, c'est extraordinaire de pouvoir rencontrer comme ça ces pointures de cette discipline. Je veux dire, de Andrew les avoir Lloyd pour Webber. vous seuls et discuter et vous enrichir autour d'un repas. Alan Menken qui a signé toutes les belles chansons de Disney mais dont personne connaît le nom, mais qui a signé tout ce que vous connaissez, que vous avez fredonné, chanté, chantonné en regardant des dessins animés, c'est lui. Et d'être devenu son ami aussi. La Belle et la Bête et compagnie. Ouais, exactement, Voilà. c'est un grand bonheur. C'est un grand bonheur. Et en fait, vous me faites penser, vous connaissez cette série, La Nounou d'Enfer ? Ouais. Voilà, le personnage, donc, le papa des enfants dans La Nounou d'Enfer est producteur et veut absolument détrôner Andrew Lloyd Webber pendant toute la série. Il a beaucoup de mal, mais. Exactement. Ça me fait penser à ça. Et c'est vrai que du coup, vous avez accompli comme ça ce rêve de faire venir Baudo à Paris. Maintenant, encore faut-il le faire perdurer dans le temps, comme vous l'avez dit. Alors après, à la clé, on a aussi des récompenses, beaucoup de récompenses, des Molières. On va y revenir juste après le journal. On est avec Laurent Bentata, le producteur du Roi Lion et le directeur du Théâtre Mogador. Courez, achetez vos billets pour le Roi Lion. C'est vraiment une expérience à faire en famille, un rêve qu'on réalise, qu'on touche du doigt. On se retrouve dans quelques instants après le journal. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Tous les matins à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier. Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin. C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J. Avec les audioprothésistes Unisson, retrouvez le plaisir d'entendre et sans vous ruiner. Jusqu'au 31 décembre, profitez des remises exceptionnelles. Et oui, jusqu'à 500 € sur les appareillages auditifs les plus performants du marché. Unisson vous propose les appareils auditifs les moins chers de France. Dans 14 centres dans toute la France, dont 5 à Paris et en Ile-de-France. UNI2SON.com. Unisson.com. Unisson.com. La vente des appareils auditifs est soumise à prescription médicale, préalable et obligatoire. Devenez le leader de votre communauté. Engagez-vous pour une cause qui vous tient à cœur en vous professionnalisant. Rejoignez l'ELIGE, l'école de leadership institutionnel juif. Un programme de l'Alliance israélite universelle qui s'adresse aux 25-35 ans de toute la France. 24 mois de formation à la connaissance du judaïsme et aux outils de leadership adaptés au rythme d'une vie active. Pour en savoir plus et candidater, elige@aiu.org ou sur notre site aiu.org. Avec l'ELIGE, devenez le leader de demain. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio J, il est 16h, c'est l'heure du journal avec Steve Nadjar. Bonjour Steve. En Syrie, l'Iran accuse Israël. La plupart des problèmes dans la région sont le résultat de l'intervention des forces étrangères et d'Israël. C'est ce qu'a affirmé le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi lors d'une conférence de presse commune avec le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan. En Syrie, où l'offensive djihadiste se poursuit après Alep, les miliciens islamistes avancent désormais vers le centre du pays. Fragilisé, Bachar el-Assad voit dans cette escalade une action visant à diviser la région, à fragmenter le pays, les pays qui la composent et à redessiner la carte conformément aux objectifs des États-Unis et de l'Occident. Fin de citation. Déclaration faite après un entretien téléphonique avec le président iranien Massoud Pezeshkian. Téhéran qui a confirmé son intention de maintenir des conseillers militaires en Syrie. Des miliciens pro-Iran sont également entrés en Syrie la nuit dernière depuis l'Irak pour rejoindre le nord du pays. Comment les choses sont-elles perçues en Israël ? Écoutez les explications de Raphaël Jérusalemi. Où il y a plus ou moins un calme qui est préservé entre la Syrie et Israël, sur le plan, en tous les cas, militaire.
bien que les Syriens laissent, mais ils n'ont pas vraiment le choix, le Hezbollah et d'autres milices chiites pro-iraniennes opérer sur leur sol. Mais vous voyez qu'en fin de compte, Assad et son armée ne contrôlent pas véritablement toute la Syrie, n'ont pas véritablement le contrôle de leur propre territoire, et ils dépendent énormément en fait de l'armée russe et des services de renseignement russes qui cette fois-ci n'ont apparemment pas vu venir cette offensive qui est elle un petit peu téléguidée par des intérêts régionaux iraniens et turcs. La France demande à nouveau à Israël de respecter l'accord de cessez-le-feu entré en vigueur au Liban mercredi dernier. Le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, s'est entretenu aujourd'hui avec le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar. Pour Israël, Tsahal n'agit que pour faire appliquer le cessez-le-feu face aux violations du Hezbollah, qui nécessitent selon lui une réponse immédiate en temps réel. Des frappes ont notamment été menées ces derniers jours dans la plaine de la Beka et au sud Liban. La France qui annonce cet après-midi l'envoi d'un général et d'une équipe spéciale pour établir un mécanisme de surveillance des violations du cessez-le-feu à la frontière nord. La mort du capitaine israélo-américain Omer Neutra confirmée. Il a été tué au combat le 7 octobre 2023, mais sa dépouille est toujours retenue dans la bande de Gaza. Benjamin Netanyahou lui a rendu hommage aujourd'hui. Omer était un homme de valeur, doté de talent et un sioniste dans tous les sens du terme, a déclaré le Premier ministre israélien. Les explications de Pascal Sunshine. Oui, le capitaine Omer Maxim Neutra, 21 ans, c'est lui qui commandait le tank qui avait été attaqué par les terroristes du Hamas le 7 octobre devant Nahal Oz. Le char s'était retrouvé bloqué suite à une panne technique et les terroristes y avaient mis le feu pour obliger l'équipage à sortir. Toute l'attaque avait été filmée en direct par les terroristes et reste une des images les plus terribles des massacres du 7 octobre. Omer Neutra est le 3e membre de l'équipage dont le décès a pu être confirmé. En France, Michel Barnier annonce qu'il recourt à l'article 49.3 pour faire adopter le budget de la sécurité sociale. Il engage ainsi la responsabilité du gouvernement. On écoute le Premier ministre il y a quelques minutes devant les députés. Je m'adresse à vous avec respect, je m'adresse à vous avec une certitude. Je pense dans la responsabilité qui est la mienne que les Français ne nous pardonneraient pas de préférer Je pense sincèrement que les Français ne nous pardonneraient pas de préférer les intérêts particuliers à l'avenir de la nation. Le Premier ministre, il y a quelques instants, à l'Assemblée nationale, le groupe RN réagit en annonçant sur le réseau social X qu'il votera à la censure du gouvernement Barnier. À gauche, LFI vient de déposer une motion de censure. La chef des députés insoumis, Mathilde Panot, affirme en effet que les élus LFI censureront le gouvernement qui sera peut-être le plus court de l'histoire de la Ve République en cas d'adoption de la motion de censure qui doit être examinée dans les 48 heures. Merci Steve. On se retrouve tout de suite dans le Annabelle Show avec mon invité Laurent Bentata. À tout de suite. Radio J. Bonjour, c'est Lise Gutmann. Le 10-11, Lise Gutmann. Ravi de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté. Radio J. 12h30. Allez, échauffement. 12h32. 12h33. Go. Ne changez pas vos habitudes. Allumez Radio Player. Radio Player, les radios françaises, les web radios et les podcasts gratuitement et sans inscription. Téléchargez l'application sur votre mobile. Retrouvez aussi Radio Player dans vos voitures, enceintes et TV connectées. Radio J. Radio J. 15h, 16h. Annabelle Show. Bonjour à tous, bienvenue pour la cerise sur le gâteau, la dernière partie de l'émission avec mon invité Laurent Bentata, le producteur du Roi Lion et directeur du théâtre Mogador. Nous en étions à parler de ces prix que vous avez reçus avec tous ces spectacles que vous avez produits, de nombreux prix, notamment le dernier pour Spamelotte. On a un petit extrait. Merci, il fallait être dingue pour le mettre en scène. J'ai pris le plus dingue d'entre les dingues. Monsieur Pef, il est venu de Marseille spécialement, il m'a cru, il m'a fait confiance. Merci Pef. Merci à ma femme et à mes filles de m'avoir laissé jouer à Paris pendant 6 mois. Et on a trouvé le Graal. Et pour terminer,
Alors le problème, c'est que pour terminer, j'ai pas la suite du message, mais moi je l'ai vu en direct. Vous aviez un joli message, d'ouverture d'esprit et de tolérance à ce moment-là. Donc j'ai plus vos mots, mais c'est vrai quand j'ai vu votre discours, ça m'a beaucoup touché. J'ai trouvé que la cérémonie était assez, apportait beaucoup de messages. Ouais, c'était. Écoutez, c'est drôle parce que ce spectacle n'a pas fonctionné comme on l'espérait. Mais c'est une grande fierté, je ne regrette rien. Ce que j'ai dit aux artistes lors de la dernière, qui était exceptionnelle, puisqu'on a eu un parterre de stars qui sont venus jouer dans le show, c'est que s'il y avait un truc à changer, je ne changerais rien du tout, parce que on a produit un très beau spectacle. Par moments, ça marche, par moments, ça ne trouve pas son public. Et tout le monde m'en parle, ce qui est encore plus frustrant parce que tous les gens qui m'en parlent me disent mais ton spectacle c'était exceptionnel, c'était super, j'ai adoré, c'est l'un de mes préférés. Notamment pourtant, le directeur de cette radio qui m'en a beaucoup parlé. Et oui, tout à fait. Mais voilà, il faut accepter, c'est comme ça, c'est la loi du public, c'est pas la loi du plus fort comme on le disait dans Mamma, mais c'est la loi du public. Mais c'est comme ça. Mais quelle rencontre là aussi avec Pef, un fou. Un clown chantant, dansant, qui assurait tous les shows, qui joue, il a mis en scène et il joue, et une équipe artistique, voilà. Il fallait être fou pour faire ce spectacle, on l'a fait, on a gagné un Molière, donc voilà, c'est bien, c'est extraordinaire. Et puis comme on dit dans la chanson, Always see the bright side of life. Exactement. Ça, donc toujours voir le côté lumineux de la vie. Exactement. Et je crois que c'est ce que vous faites, parce que c'est ce qu'il faut faire quand on fait ce genre de métier. Encore une fois, on parle de grands succès, on parle du Roi Lion qui marche très bien et à qui on souhaite une très 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 longue vie jusqu'à 120 ans, comme on dit chez nous. Exactement. Mais être producteur, c'est prendre des risques et oser. Et donc c'est aussi votre rôle, entre guillemets. Oui, et puis il faut être fier de ce qu'on a proposé. Je pense qu'on n'a rien pas à rougir. Au contraire, on a fait plaisir aux gens, même s'ils étaient un peu moins nombreux que ce qu'on espérait, mais ceux qui étaient là, on rit parce qu'il fallait, c'était du rire assuré. Et puis c'est important de proposer aussi des choses, audacieuses et nouvelles à des gens qui connaissent pas forcément, et les Monty Python pour ça. Tout à fait, c'est très disruptif comme spectacle. C'est un terme qui est un peu à la mode, mais c'était ça bouleverse un peu les genres, et c'était du spectacle de rue comme le faisaient les Robin des Bois à l'époque. Complètement. Ou les Nuls ou tous les autres, mais eux, et j'ai pris l'un des représentants des Robin des Bois pour faire cette mise en scène et interpréter le roi Arthur. Mais quelle saga, quelle fresque de dingue, quel bonheur. Et ça collait bien pour retransmettre justement cet humour et cette folie, cette impertinence des Monty Python. Exactement. Alors on a un petit message pour vous, mon cher Laurent. Oula. Vous avez un message. Alors une anecdote avec Laurent. Lorenzo, parce qu'on s'appelle comme ça, Lorenzo Bernardo, je sais pas d'où c'est venu d'ailleurs. Ce serait impossible. Il y en a tellement, on a fait tellement de trucs insensés ensemble. Des animateurs de colis de vacances, même avant. Bon, je parle même pas de toute l'aventure du sel et le miel, mais s'il y a une chose que l'on a en commun dans nos histoires, ce sont nos fous rires. Nos fous rires. Enfin, surtout les miens. Il y en a toujours un pour rattraper l'autre. C'est souvent lui. Et on a foutu en l'air des rendez-vous, parce que c'est vrai, je partais souvent en fou rire. Et une fois, il n'a pas pu me rattraper. Et il est parti avec moi. C'était, je crois, dans un ministère, à l'époque du sel et le miel. On en rit encore. Mais oui, avec Laurent, ce sont nos fous rires. On n'a que des fous rires. Et là, par exemple, si on avait été ensemble, là, dans vos studios, je pense qu'on n'aurait pas pu tenir plus de 5 minutes sans avoir un fou rire. Il aurait tenu plus longtemps que moi, mais au final, il bascule. Voilà. Lorenzo, je t'aime, mon vieux frère. Et on est tous fiers de toi et de ton parcours. C'est gentil. J'apprécie. Ça me touche. Écoutez. C'est oui, c'est un frère. Voilà, il en faut, mais il est malade. Il rit trop. Ah ouais, justement, on va voir si vous arrivez à tenir. On a un invité mystère. Bernard Bittan nous rejoint pour une petite surprise. Bernard Bittan, comédien, metteur en scène, auteur, producteur.
Je suis Jean-Pierre Foucault. Oui, Foucault. C'est la soirée, c'est Bernard Bitton qui nous rejoint sur ce plateau. Là, vous savez qu'on va terminer l'émission, là, c'est terminé. C'est foutu. Ah bah écoutez, c'est pour ça que je l'ai pas fait venir trop tôt parce que il fallait. L'émission est morte. Voilà, terminé. On a Laurel et ça y est, Hardy. dommage, c'était bien, j'écoutais depuis le départ, ça avait l'air sérieux comme truc. Hein. J'ai dépiqué, mais là c'est foutu. La dernière fois qu'il était sur ce micro, il s'était bien chanté. Donc, Ah bah écoutez, moi j'ai envie de chanter avec vous. On va se faire des hits de comédie musicale. Ah oui, on va chanter. Ah ouais, carrément. À l'italienne ou pas? Au mon bateau. Allez, je le prends. Allez, je le prends. Il nous a tous casés. Allez, c'est vrai, t'as mis l'idon de pied. Bravo. Ouais, voilà. Bon alors racontez-moi ce fou rire dans un ministère. Ah bah. C'était qui le ministre? Je sais pas. C'était pas Barnier en tout cas. Non, c'était au ministère de la Culture et on allait chercher une subvention avec une personne qui s'était énormément mobilisée pour nous avoir ce rendez-vous et puis on arrive dans la salle d'attente et puis elle est très sérieuse, très stressée puisqu'on est tous les deux et nous, je vais pas vous expliquer pourquoi, mais on a 20 ans. Hein. On a 20 ans. Ah oui, et puis on commence à partir d'une blague, on déconne et puis lui explose de rire. Parce que c'est idiot, il fait un geste qui me fait mourir de rire. Et moi j'explose de rire et puis on part on est rentré dans le bureau, on était en train de pleurer de rire. Elle parle, elle nous laisse parler, mais on peut pas parce qu'on pleure de rire. Et donc on a coupé court le rendez-vous, on est sorti en riant. On n'a pas prononcé un mot. Et je pense qu'on ne l'a plus jamais revu. Et vous n'avez pas eu votre subvention? Et on n'a pas eu de subvention. Ça c'est sûr. Mais par contre, on a gagné un super fou rire. Et c'est les moments qui font le sel et le miel de la vie, n'est-ce pas? C'est un motto, on va dire, pour comme disent les Anglais là aussi, c'est une philosophie de vie. Exactement. Est-ce que vous avez justement... allez, on va se faire un petit quiz avec vous deux puisque je vous ai sous la main. C'est parti. Instant quiz. Puisque je vous ai tous les deux et que vous vous connaissez très bien, on va se faire un truc comme dans Les Amours. C'est que ça fait 30 ans qu'on n'a pas partagé un micro ensemble quand même. Et bah voilà, c'est magnifique. La dernière fois qu'il avait un micro Radio J, il s'est mis à chanter. Vous voulez faire les infos? Je vous donne la motion de censure à présenter, comment on fait? Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler avec l'un avec l'autre? Enfin, ou qu'est-ce qui vous a attiré l'un chez l'autre? Parce qu'avant de travailler ensemble, vous étiez d'abord potes. On est toujours, c'est ça le plus important. Et là, on n'en peut plus. On se supporte plus. Non, je pense qu'on est très complémentaires. Je pense que à lui la folie créative, artistique, la fibre artistique, et j'essaie tant soit peu de structurer ça quoi. C'est la colonne vertébrale. Il a son mot, 3 mots. Je m'en occupe, c'est bon, c'est fait. Il faut ça, hein. Et c'est ça qui a été le succès de notre association. C'est quand Laurent se charge de quelque chose, c'est fait. Mais les trucs les plus terribles. Ce que vous venez de citer, je m'en occupe, c'est tellement rassurant. Vous êtes monsieur, je m'en occupe. Ouais. Vous avez un surnom, c'est Monsieur Plus. C'est à cause de ça? Ouais, enfin non, c'est au bureau parce que c'est vrai que je pousse un peu les équipes et ils me disent mais t'en veux toujours plus. T'en veux toujours plus. Donc voilà. Mais non, c'est oui, c'est une vraie complément. Quelque chose, tu penses bien. En plus il filme. On est il est vraiment en mode paparazzi, Bernard paparazzi, on est mal barré. Allez, Bernard Bitton qu'on peut retrouver dans le barman de Lille. Oui. Que je vous conseille d'aller voir. Que je vous conseille d'aller voir. Effectivement, il faut aller le voir, il faut courir aller voir jusqu'au 19 décembre. Petit bijou. Alors, c'est quoi la chose que vous aimez le plus l'un chez l'autre? Son fou rire. Son fou rire. Non, c'est qu'il est. Moi, je pourrais raconter énormément de choses. C'est qu'il est comme n'importe quel ami. Il est toujours là quand on a besoin de lui. Et j'ai des souvenirs de ça, de choses où il est venu me chercher un soir à Lille pour m'emmener en Israël et faire l'aller-retour. Voilà, donc je sais que si j'ai besoin de lui, il sera là. Et vice-versa. Voilà. Comme dans Les Inconnus. C'est quoi votre pire galère ensemble? Une des pires, allez, il y en a plein, mais une des pires. Je crois que la plus drôle, c'est quand c'est justement lié à Radio J. Lié à Radio J, on avait été envoyés pour assister à l'heure de vérité. Ah. Lui et moi d'ailleurs. La vérité de Jean-Marie Le Pen. Exact, Jean-Marie Le Pen. Ouais. Avec nos 2 têtes de juifs. Sympa. Ça faisait bien ça pour rentrer? On n'est pas rentré. D'ailleurs, on n'est pas rentré et le problème, c'est qu'on a été suivis par la police. On a été suivis par la police. Donc nous, bien sûr, j'y vois 2 jeunes comme ça, 2 têtes de juifs. Ils ont eu peur de vous? Qui voulaient rentrer, qui n'ont pas pu rentrer avec nos cartes. À l'époque, c'était pas des cartes de presse, et les cartes de Radio J. Ils disent non, on ne rentrait pas.
Le truc n'avait pas été fait à l'époque, donc on repart, on dit bah super, on va aller se prendre une citronnade chez Zazou. C'était notre repère. Trop fief. Et on va, on sent une voiture qui nous suit. On dit, Lorenzo, je crois qu'on est suivi. Et on était vraiment suivis. Donc on s'amuse à les trimballer dans les rues de Paris. On dit on va leur offrir 2 citronnades derrière. Ils n'ont pas attendu la citronnade, ils se sont mis un devant, un derrière. Ils nous ont sortis de la voiture, ils nous ont éjectés. Alors moi, très gentiment. Je sais pas pourquoi. Et vous, moi moi, je me suis retrouvé le visage éclaté sur le pare-brise. Et en regardant Bernard mort de rire, encore une fois, parce que lui était debout, il me regardait les mains derrière, mais moi j'étais la joue sur le capot de ma voiture. Donc, on avait c'est le côté Rocky, ça. C'est un peu ça. Vous avez quelque chose de très menaçant. Et j'avais 18 ans et je ne pensais qu'à une chose, s'il vous plaît, n'appelez pas mes parents. Ah oui, c'est une histoire assez folle. Tout ça pour Jean-Marie Le Pen. Bon, c'est assez drôle. Quel souvenir vous avez justement sur le sel et le miel par rapport à toutes ces années? Est-ce qu'il y a quelque chose vraiment, un truc marquant, que ce soit peut-être le premier succès ou... Je pense que c'est quand on a joué au Trévis, c'est qu'on s'y attendait pas et qu'on a fait une double représentation. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sortaient, des gens qui rentraient. Et nous, on était là comme avec des yeux d'enfant sans savoir. Enfin, je crois qu'on réalisait pas ce qui nous arrivait. Même une triple au gymnase. Moi, j'ai une image avec Laurent. C'est le miel. Bon, on en a plusieurs parce qu'à l'époque, alors je le dis parce que cet argent a été reversé à un orphelinat. Mais le spectacle marchait très fort. C'est-à-dire que tous les soirs, on a joué pendant des semaines entières, c'était complet. La place, c'est 130 francs à l'époque. Et à un moment, on avait des problèmes de logistique pour compter les billets. Et donc, comme des trafiquants de drogue, on prenait cet argent, le versait dans la baignoire de ses parents. Et on n'avait pas le temps de faire les remises en banque et les faire derrière. Mais j'ai une très belle image, comme Laurent, il lâche rien. C'était un soir au Trévise. Et le décor ne se dépliait pas, ne se déployait pas, et on faisait tout. Et je vois Laurent, les mains en sang, en train de tirer une corde pour pas que le décor s'écroule comme ça. Viens m'aider, je ne peux pas forcément. Je rigole. Ah bah voilà, encore un fou rire. Et j'ai cette image de Laurent qui a les mains, qui tient ce décor pour ne pas qu'il tombe. Et on revient sur ce fameux Laurent Bentata qui a toujours la créativité pour faire tomber ouvrir le rideau quoi qu'il arrive. Il tient tout. Et ce spectacle qui a vécu aussi ici à Radio J avec des gens comme Nélou qui nous ont supportés dans les deux sens du terme d'ailleurs. Nélou qu'on salue. Et voilà. Merci infiniment pour ces moments de partage. Je rappelle qu'on peut voir Bernard Bitan dans le Barman de Lille à la scène parisienne. Et évidemment, on retrouve toutes les productions de Laurent Bentata au théâtre Mogador et ailleurs d'ailleurs bientôt sûrement. Casino de Paris le 15 novembre 2025 Chicago. Ah, j'ai hâte. And all that jazz. Exactement. C'est le mot de la fin. Et c'est le mot de la fin. Allez, kiss les amis, à bientôt sur Radio J. Radio J.